Justement, on va accueillir nos témoins. Olivier Ricou nous a rejoints, bienvenue à vous. Claire Legrand, Florent Bercot, je ne sais pas s'il est arrivé, maire de Laval. Oui, formidable, venez. Michael Trideau, Christance de Saint-Georges, Antoine Valprémy. Venez tous, venez vous installer, je vous en prie. Et vous pourrez tomber le masque quand vous serez là. Et pendant que vous installez, mesdames, messieurs, vous reprenez vos smartphones. Je vais avoir une question à vous poser tout de suite. Elle s'affiche à l'écran. On a beaucoup parlé de l'Europe et l'engagement européen, le Green Deal. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe déploie des orientations, je vous en prie, installez-vous, des orientations et des moyens financiers à la hauteur des enjeux rappelés précédemment? Répondez à cette question. Alors, tout à fait, c'est encourageant, c'est insuffisant, ou alors vous ne savez pas. C'est encourageant, dites-vous. Je crois qu'il y a enfin, vous l'avez bien expliqué, il y a un mouvement, là, hein, il y a un entraînement de ces décisions du nouvel exécutif européen avec ce Green Deal et ce qui se passe en ce moment à Bruxelles. Allez, encore 5 secondes. Ok, merci. Vous estimez majoritairement que c'est encourageant. Jean Jouzel, alors, il faut que les États saisissent la balle au bon quand même. Oui, Et toi, l'Europe t'aidera, quoi. Oui, on voit bien qu'il y a aussi une dissymétrie dans l'Europe entre l'Est et l'Ouest. C'est pas si simple, mais c'est pourtant un beau projet pour les jeunes Européens d'essayer de... Je dis souvent, et je me répète peut-être, mais que vraiment entre la Chine, les États-Unis et l'Europe, c'est le pays où l'Europe, le bloc de pays, l'ensemble de pays qui prendra le leadership contre la lutte climatique, dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui prendra le leadership économique. C'est très important. C'est vraiment. Donc c'est ça qui doit aussi, disons, prévaloir au niveau européen. Je pense que les Européens le comprennent bien. Mais après, c'est la difficulté. Moi, j'aime toujours bien ces textes, ces ambitions. Mais on voit bien, en France, on a, disons, il y a actuellement on a du retard en France. La stratégie nationale bas carbone, il faudra multiplier par 2,5 le rythme de diminution pour avoir des chances de la réussir. Mais c'est vrai dans d'autres pays d'Europe également aussi. Donc l'Europe a des objectifs ambitieux, même des objectifs plus ambitieux que la France à horizon 2030. Et donc ça veut dire que la France va devoir modifier ses objectifs assez rapidement, et ce qui ne sera pas simple non plus. Mais l'Europe souffre de... Bon, il y a cette nécessité de porter une attention aux pays de l'Est de l'Europe, Pologne, qui sont producteurs de charbon, mais ça se fait. Et je pense que c'est un beau projet pour l'Europe, justement, de réussir à coordonner tout cela. Je crois que c'est un très beau projet, mais ce n'est pas facile. Bien surveiller l'équité européenne, effectivement. On ouvre toujours des centrales à charbon en Pologne. Alors, vous avez posé la question à la coprésidente de Synergie. On vous la pose aussi la question, mesdames, messieurs, si on peut revenir... alors, prenez vos smartphones, et la question va s'afficher à l'écran. Est-ce que vous avez le sentiment que les acteurs mayennais, alors tous les acteurs, hein, on a parlé de chaîne tout à l'heure, du mot « ensemble » qui est important, donc collectivités, entreprises, citoyens organisés ou non, est-ce qu'ils pourront décliner tout ça à l'échelle locale, enfin de l'Europe, de la COP de l'Europe à ce qui se passe ici, hein. Est-ce qu'on est armé? Est-ce qu'on va y arriver? Alors, les optimistes ont voté. J'influence pas le vote. Alors, vous dites quand même que ce sera compliqué. C'est vrai qu'il y aura une question... l'Europe prend des positions fortes. Les territoires, ils se bougent comme jamais. On va en avoir des témoignages dans quelques instants. Mais il y a l'entre-deux qui va être compliqué à faire bouger. Et il y a une notion d'urgence pourtant. Comment vous voyez les choses? Moi, vous. Alors moi, donc je pense que les territoires ont un rôle important à jouer. Ils ont un rôle important à jouer dans ce qu'on évoque là, c'est-à-dire la capacité à respecter les objectifs de diminution d'émissions. Ils ont aussi un rôle très important à jouer pour tout ce qui concerne l'adaptation. L'adaptation qui est vraiment... si on prend 1 degré de plus sur les 2 ou 3 prochaines décennies, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et l'adaptation est aussi largement territoriale. C'est vraiment parce que
disons, les activités ne sont pas les mêmes, les conséquences du réchauffement climatique ne sont pas les mêmes si vous êtes ne serait-ce qu'au bord de la Mayenne ou si vous êtes dans les terres. Voilà, donc disons, c'est important à la fois de mener de front à la fois ces objectifs, d'avoir ces objectifs en tête au niveau des territoires, mais de ne pas oublier l'adaptation. L'adaptation, oui. Alors on a une demi-heure, madame, messieurs, le changement climatique n'est pas paritaire, pour d'abord... Hein ? Ah oui, d'accord, elle a 15 minutes. Pour débriefer d'une part, et pour essayer de pointer concrètement avec vous les conditions du passage à l'acte. Enfin, quand je dis passage à l'acte, on est déjà à l'action, et heureusement, mais de l'accélération du passage à l'acte. D'accord ? Et après, la dernière demi-heure, on la passera avec vous. Enfin, on est avec vous tout le temps, et on essaiera de produire ensemble les chemins, les pistes concrètes pour avancer sur ce territoire. Le générique, il est là, il est impressionnant. Et quelqu'un veut prendre la parole pour réagir à chaud à ce que Jean Jouzel nous a partagé. Monsieur Richefou, vous nous avez amené une carte. Tiens, on va la regarder, parce que vous êtes patron d'un SDIS en qualité de président du département. Vous avez entendu, hein, les feux de forêt, ils vont remonter chez vous. Comment un élu appréhende ces réalités ? Alors, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue, vous dire que c'est un plaisir pour moi de vous réentendre, parce que mes amis de la Jeune Chambre économique vous avez convié il y a quelque temps sur le site de l'entreprise Séché, d'ailleurs, qui est une entreprise dont on a un peu de fierté en Mayenne. Juste avant de répondre à vos questions, vous dire qu'en Mayenne, on a effectivement, bien sûr, le département est à sa deuxième version de l'agenda 21, que nous allons atteindre, je pense, l'année prochaine, l'objectif que nous étions fixé de 20%, notamment d'énergie issue d'énergie renouvelable, grâce à l'éolien. On va arriver à 100 éoliennes. C'est le pari que j'ai fait avec mon président en charge de l'environnement, mon vice-président en charge de l'environnement, Daniel Lenoir, qui est là. Et je pense qu'on va réussir. On va réussir aussi parce qu'on arrive à commencer à développer la méthanisation. Et moi, je suis très, très heureux parce que nous sommes un département d'élevage et que l'élevage est parfaitement adapté, bien sûr, à la méthanisation. Alors, pour répondre à votre question sur les SDIS, j'arrive de la réunion nationale de l'école. Vous étiez dans le sud, là ? Oui, j'étais à Aix-en-Provence. Je suis revenu en train, en TGV, c'était la raison de mon retard. On assiste à un phénomène extrêmement important dans notre département déjà. Cet été, pour la première fois, à Sainte-Suzanne, les Mayennais savent, il y a eu un premier feu de forêt dans une forêt mayonnaise. Et nous venons d'adopter, je salue les conseillers départementaux qui sont ici, lors de notre session lundi, le schéma départemental de couverture des risques en Mayenne. Et pour la première fois, sur les risques particuliers, nous avons intégré le feu d'incendie. Et nous venons de prévoir sur 10 ans des déploiements de moyens matériels supplémentaires et des moyens de formation supplémentaires pour former davantage de pompiers au feu de forêt, parce que ça arrive sur notre territoire. Voilà. Et les cartes le montrent, celle que vous avez indiquée tout à l'heure était très claire. Nous sommes dans cette configuration, et ça veut dire qu'il faut, à défaut de l'avoir suffisamment anticipé, eh bien, il faut en tout cas, pour moi, président du SDIS, protéger d'abord les populations et protéger les biens. Eh bien, nous sommes dans cette logique d'investir davantage dans le feu de forêt, parce que c'est un risque qui monte sur notre département. Voilà du concret. C'est maintenant un dossier départemental, quoi, hein, déjà. Et vous anticipez là-dessus. Voilà, des tas de conséquences immédiates. Antoine Valprémy, vous êtes maire de Sacé, 500 habitants ? Oui, c'est ça ? Juste à côté d'ici. Ouais. Et en même temps, vice-président de l'Interco, de votre territoire. Je vous poserai, si on a le temps tout à l'heure, les bons niveaux de gouvernance, hein, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, entre communes, intercommunalités. Vous, comment vous appréhendez au quotidien le sujet dans votre feuille de route communale ? Sur une commune, c'est compliqué parce qu'on est quand même sur des petits moyens, et notamment dans les petites communes, donc c'est compliqué de faire bouger les choses. On va le faire sur des choses très concrètes.
Moi, c'est une commune de 500 habitants, il y a 80 enfants à l'école, c'est une commune extrêmement jeune. La première chose sur laquelle on a bossé, c'est les cantines. Changer la restauration collective pour essayer d'aller plutôt vers des produits locaux, plutôt vers des produits de qualité. Et on s'est appuyé d'ailleurs sur le département, qui a déjà enclenché une démarche comme ça dans les collèges. Et on a pu faire une mutualisation entre communes et collèges pour aller chercher les repas du collège de Montsûrs. Et on est, je crois, Olivier, sur 50% de produits locaux et 100% de produits français. Donc c'est déjà un premier acte pour changer. On a mis en place une autre action aussi aidée par le département, merci, sur des plantations. On s'est dit, voilà, il faut qu'on prenne notre petite part. Ben voilà, vous avez une photo. 500 habitants, on a planté 600 arbres sur les Qu'est-ce qu'on leur raconte à ces gamins là, lorsqu'ils plantent l'arbre? Parce que ils sont acteurs là. Hein, ils sont acteurs. D'une manière certaine. On leur dit quoi ils sont, sur ce que dit Jean Jouzel? On leur dit quoi? Mais ils sont conscients du changement climatique, ils l'entendent, ils le voient. Je pense qu'il y a un gros travail aussi des enseignants sur la sensibilisation des enfants, le tri sélectif. Voilà, les enfants sont complètement formés à ça, donc et puis ils sont contents d'aller planter un arbre, ils retournent voir pour voir comment leur arbre a poussé. Donc on a fait ça l'année dernière, ça va être compliqué cette année avec la crise sanitaire. L'idée c'était de planter au moins autant d'arbres que d'habitants, on en a fait 600 pour 500 habitants. Et coup de bol, on a fait ça au mois de novembre, hein, c'est la bonne saison pour planter. On s'est aperçu qu'on était le lendemain du Black Friday et on avait appelé ça le Green Saturday. Voilà. Il faudra qu'on arrive, une fois que la crise sanitaire sera passée, à pouvoir développer des actions de ce type-là. Ça ne coûte rien du tout. Ça a coûté pour la commune 2 000 €. 1 000 € pris en charge par le département pour pouvoir planter 600 arbres. Ouais. Et moi, l'idée que j'avais, c'est, on va voir comment le faire, c'est aller faire ça sur le terrain des agriculteurs. Parce que le moyen foncier communal, il est quand même limité. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on emmène les habitants, aider les agriculteurs à replanter des haies bocagères, aller rencontrer les agriculteurs, savoir ce que font les agriculteurs, que les agriculteurs accueillent aussi les habitants, et qu'on sorte un peu finalement d'un monde qui ne se parle pas entre des agriculteurs qui ont un peu le sentiment d'être victimes de l'agribashing, enfin c'est plus qu'un sentiment, et puis des habitants qui, voilà, les enfants ne vont pas forcément tous dans les fermes, mais ne savent pas comment sont faites les productions, donc ça peut être un moyen intéressant de faire de la médiation et de la rencontre. D'accord. Comment, c'est une question que je vous poserai à vous, président du département, maire de Laval, comment vous abordez Enfin, il y a une notion de courage politique. Est-ce que c'est un sujet pour vous? Parce que, ok, c'est hyper important tout ça. Et encore une fois, vous êtes tous à la manœuvre. Hein. On plante des arbres, on fait tout ça. Bon, mais il va falloir retourner la table un peu là. La notion de courage politique pour vous, comment vous pouvez le qualifier? C'est vraiment pris en compte par les habitants. Moi, j'ai quand même l'impression que les citoyens sont bien conscients du changement climatique et qu'il faut effectivement changer les choses. Donc la faiblesse politique, ce serait de justement pas agir. Voilà, il n'y a pas de courage à agir, à répondre aux besoins des habitants et à leurs préoccupations. Quand on interroge, je suis aussi vice-président de la communauté de communes, quand on interroge les gens sur leurs préoccupations, il y a évidemment la question de l'emploi. Comment on arrive à garder de l'emploi en Mayenne. La deuxième chose qui vient, c'est la question des mobilités, comment on arrive à se déplacer sans prendre sa voiture, sans être tout seul dans sa voiture. Ouais. Et donc on est attendu par les habitants sur ce genre de choses. La Convention citoyenne émet, j'ai oublié, 139 actions. Non, il y a 150 au départ. 150. Une qui n'a pas été votée, oui, c'était un peu un jeu. 3 qui ont mis 3 jokers et il en reste 146. Voilà. Et on décide de ne pas appliquer le 110, par exemple. Ça, c'était dans les jokers, oui. Oui, c'était dans les jokers. Ouais. Est-ce qu'on peut se permettre les jokers? Moi, je suis admiratif de Jean Jouzel parce que ça faisait partie des choses que j'avais évoquées en préparant. C'est à un moment, il y a de quoi désespérer. Et quand on voit, tous les chiffres sont là, on est conscient du changement climatique, le réchauffement, la biodiversité. Et une voiture sur 2 qui se vend aujourd'hui, c'est un SUV. C'est-à-dire qu'on a un progrès technologique incroyable de la part des ingénieurs, des techniciens.
et on gâche ce progrès en étant encore plus dans la consommation. Vous l'avez dit, c'est-à-dire que c'est les personnes les plus aisées, c'est nous, dans des pays développés, qui produisons plus de carbone que des Aujourd'hui, la ministre de la Donc, Transition écologique a refusé de recevoir le SNPTV qui mène un lobbying pour maintenir la publicité là-dessus. Elle a refusé le rendez-vous aujourd'hui. Alors, messieurs, le maire de Laval, président également de l'intercommunalité, le président du département, cette notion de courage politique. Elle est essentielle, effectivement, mais le courage politique, ça vient aussi de l'exigence démocratique. C'est aussi comment les citoyens, nos administrés, nous mettent la pression pour pousser à l'action. Et je pense que c'est collectivement, vous l'avez dit, c'est le mot, hein, c'est solidairement, collectivement qu'on peut agir. Et c'est grâce au renouvellement démocratique et c'est grâce à permettre aux citoyens d'avoir des indicateurs aussi de suivi de nos actions. Et donc, en tant que nouvel élu, en tant qu'élu, notre rôle, c'est de rendre des comptes. C'est très important de choisir les bons indicateurs pour faire les bons choix. Et ça, c'est très important. Et pendant trop longtemps, je pense que ce qui a gouverné, et je pense que Jean Jougel l'a très bien expliqué, c'est ce dogme de la rentabilité économique et du choix du moins 10 ans dans les marchés publics, dans les choix qu'on peut faire. Et donc, il est temps de développer de nouveaux indicateurs, des budgets carbone, des budgets verts, et de pouvoir réinverser les décisions et les choix politiques qu'on a à faire devant nous. Et tous les jours, on est confronté à la décision, mais il faut que ce soit compris par tous et collectivement accepté, parce qu'on sait qu'il y a deux enjeux dans la politique environnementale à mener. Il y a d'une part s'adapter aux évolutions à venir, parce qu'on sait que demain, c'est plusieurs dizaines de jours de canicule, c'est une intensification des pluies, c'est une intensification des incendies. Ça, c'est un premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est de lutter. Comment on lutte contre ce réchauffement climatique, et donc on fait baisser ce réchauffement. Et pour ça, ça implique des choix qui ne sont pas toujours faciles, qui sont coûteux, mais les politiques en ont fait. Par exemple, sur Laval, il y a 10-12 ans, la ville de Laval a décidé d'arrêter les phytos dans l'entretien des espaces verts. Et aujourd'hui, on en discutait encore tout à l'heure, ça a un coût, et les Lavallois disent que c'est peut-être moins bien entretenu, mais parce que c'est coûteux aussi de diminuer ces phytos qui entretiennent peut-être moins bien nos trottoirs, et donc il faut s'adapter. Quand on voit les nouvelles constructions qui sont en cours, se pose la question, nous on a des graves difficultés d'inondation de manière temporaire, de comment est-ce que demain on construit des parkings avec une certaine perméabilité, ou pas, parce qu'aujourd'hui les choix qui sont faits c'est de mettre du bitume, et on imperméabilise complètement. Mais on me dit, c'est possible, c'est 3 fois plus cher. Jean Jouzel a beaucoup travaillé sur la justice climatique. Vous, comment vous engagez, alors ça vous concerne en premier lieu aussi, président du département, comment vous engagez sur une justice écologique, sociale écologique? Allez-y et M. Richefou enchaînera. Je suis dans une équipe qui a été élue pour un projet social-écologiste. Je pense que Jean Jouzel l'a très bien expliqué. C'est cette combinaison de l'écologie au quotidien, l'écologie pratique, l'écologie sociale qui fonctionne. Et donc moi, en tant qu'élu, j'ai 2 décisions à prendre, deux actions à mener. C'est en tant que collectivité, comment je fais évoluer la politique publique tous les jours, et je prends en compte le risque environnemental et je valorise justement mon action environnementale, à la fois sur le volet fonctionnement, mais aussi sur l'investissement et les investissements à venir. Ça, c'est très important, parce que 70% de l'investissement public, il est fait par nos collectivités territoriales. Donc on a un véritable enjeu. Et mon deuxième leitmotiv, c'est comment je permets aux citoyens, aux Lavallois, d'agir concrètement et de devenir acteurs de cette transition énergétique. Mais pourquoi je dis ça, c'est important, parce que les Gilets jaunes nous l'ont appris. C'est que si on n'arrive pas à concilier fin du mois et fin du monde, on n'y arrivera pas. Donc exemple, c'est comment demain, je permets aux Lavallois de choisir leur mobilité. On en parlait, c'est gage de pollution. Donc c'est comment je leur permets le choix de devenir piéton, cycliste, prendre les transports publics, et si possible des transports publics qui soient écologiques. Il faudra faire un choix aussi. Est-ce qu'on part sur de l'hydrogène, du GNV, etc. Et je leur permets ce choix-là. Ça me paraît important. D'accord. Olivier Richefou, là-dessus. Je crois que c'est un choix de tous les jours qui doit être fait par les collectivités. Et en tout cas, les élus ne peuvent pas agir seuls. Et moi, je pense qu'il faut aussi s'appuyer sur les réseaux d'acteurs que nous avons dans un département. On travaille avec Synergie très, très régulièrement
sur des actions communes. Et quand il faut prendre des décisions, ça suppose quelquefois de faire des choix financiers plus difficiles. On a atteint aujourd'hui 20% de notre parc automobile avec de l'énergie notamment électrique. On a récemment acquis, puisque à Paris, les véhicules électriques ont connu un moment d'arrêt, donc on a acheté 53, c'est le hasard, 53 Blue Car, et on a équipé à la fois nos services, et puis on va en mettre à disposition notamment des acteurs de maintien à domicile. Donc voilà, c'est des choix comme ça qu'il faut faire au quotidien. C'est un travail de longue haleine, et pardon, c'est transpartisan pour moi. C'est transpartisan parce que c'est des sujets sur lesquels on se retrouve tous. Il y a des débats intenses au conseil départemental, mais on est tous d'accord pour aller vers cette solution. Pouvez-vous expliquer sur cette carte-là qui va apparaître, carte des départements où l'installation d'Aedes albopictus est connue au 1er janvier 2020 ? 53 est juste à la frontière. Hein, on est, oui. Ouais, on est juste à la frontière, regardez. Vous voyez ? Et ça gangrène. Donc ça remonte vers le nord, oui. Oui, ça remonte vers le nord, on est là, hein, nous. Ouais. Donc, et c'est quoi? C'est les pins? Non, c'est pas le... Non, c'est par rapport à sa question, à son sujet de tout à l'heure sur les incendies. C'est une carte intéressante, ça remonte très très vite. Ça remonte très très vite. Je ne connais pas le pourcentage de votre budget sur le social, 50, 60%? Oh, un peu moins de 50. D'accord. Parce qu'on a peu de chômage en Mayenne, sauf la crise bien sûr qui l'a accentué, donc on a un peu moins de dépenses en matière de... Jean Jouzel nous a fait part de 5 conclusions, enfin 5 pistes, c'est pas des conclusions. Parmi celles-là, il parlait de solidarité alors internationale, mais elle est aussi locale. On parle de la précarité énergétique, un foyer sur 4 en précarité énergétique, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Comment vous gérez le sujet, vous ? Je vous donne un exemple. Je ne savais pas que vous alliez me poser cette question-là. On a fait le choix, il y a 2 ans, de créer 5 postes, un par zone d'action sociale, pour travailler sur les foyers qui souvent viennent taper à la porte du Fonds social de solidarité. Donc on a 5 animateurs qui vont dans les foyers... qui sont les plus précaires, pour leur apprendre les gestes, et on a mis en place un lieu pour apprendre les éco-gestes, pour travailler au plus près d'eux dans la durée, et faire en sorte qu'ils puissent réduire leur consommation électrique, parce qu'on en avait un peu assez de faire des chèques, si j'ose dire, pour payer les factures d'EDF et d'eau qu'ils n'étaient pas en mesure de payer. Donc voilà des mesures concrètes, 5 personnes embauchées pour être sur toute la Mayenne, donc vous imaginez, c'est un effort important de créer 5 postes pour lutter contre la précarité énergétique des gens les plus en difficulté, des gens qui sont le plus dans la précarité. Et puis un autre axe important, ces transitions sont des sources d'innovation. Vous avez innové, Claire Legrand, dans le... Alors ça c'est un bon démonstrateur. Et le sujet maintenant c'est comment on en fait plein. Vous avez innové sur une forme coopérative, donc là on engage vraiment des citoyens jusqu'à mettre au pot pour développer des parcs éoliens. Expliquez... comme on dit, votre process. Merci. Alors, ce n'est pas du tout moi qui ai initié le mouvement. Ça fait 10 ans que ça existe. Moi, je suis là pour animer, donner envie, faire savoir que ça existe. Effectivement, les citoyens peuvent prendre la main, même sur la production d'énergie renouvelable sur leur territoire. Et depuis la loi d'énergie-climat, les collectivités peuvent s'associer aux citoyens pour rentrer dans les SS de production. Donc nous, ça a vraiment changé, effectivement, le fait que ça vienne des lois, ça a pris du temps à arriver jusqu'au territoire, mais aujourd'hui, en 2020, on a plein d'acteurs, des porteurs de projets, soit citoyens, soit collectivités territoriales, soit idéalement les deux ensemble, qui se lancent dans des projets. Donc sur la carte, vous aviez en Mayenne, on voit qu'il y a du solaire photovoltaïque qui a été lancé là par la commune de Pomerieux sur la photo, mais vous pouvez voir les points jaunes, c'est les projets photovoltaïques portés par des territoires, les points bleus pour l'éolien, le point vert, on voit qu'on a même du bois énergie, la SIC Mayenne Bois Énergie.
On a essayé de lancer de l'hydroélectricité aussi avec les territoires. Et la méta, c'est une des volontés de faire de la méthanisation citoyenne. Donc la Mayenne est un super département multi-filière. Donc je ne suis pas que l'éolien depuis tout à l'heure. Je ne suis pas du tout représentante de la filière éolien. C'est plutôt le mouvement des citoyens et des collectivités qui reprennent la main sur la production d'énergie de leur territoire pour aller plus vite, pour s'associer aux autres acteurs. Ça entraîne combien de personnes aujourd'hui ? Alors, moi, je suis représentant de Pays de la Loire. On est plus de 7000 citoyens aujourd'hui. 7000 engagés, qui ont pris des actions qui sont dans la gouvernance de moyens de production. Oui, ça commence à compter. Notre objectif, c'est 15% en 2030 de projets qui seraient portés par les territoires. On en est à 3-4% aujourd'hui. Donc, on a besoin d'un gros coup de collier parce que là, on n'est que 2. Et c'est un peu comme ce que disait Synergie tout à l'heure. On pense que c'est via le collectif qu'on va y arriver, en mettant tous les acteurs ensemble. Et là, on a la photo du projet justement de Vent Citoyen. Je voulais quand même parler plus de l'éolien parce que le projet en Mayenne emblématique, c'est Vent Citoyen. Il a commencé il y a 10 ans. Donc, on commence à le voir porter ses fruits. Au début, c'était tout seul. Oui. Vous nous expliquiez quels sont les leviers d'accélération de telles initiatives. Ça marche, ça engage, 7000 personnes, c'est génial. Oui. Bon, comment on est 50 000 à la fin de 2021 Ah oui, direct. Non, okay. ouais. C'est à la hauteur des enjeux. Hein. C'est le faire ensemble. Vent Citoyen, là, c'est leur première newsletter en 2015. Ils étaient un peu tout seuls. Enfin, ils étaient 20, donc pas tout seuls. Mais c'était des citoyens du territoire motivés et ils allaient voir les collectivités, voir le syndicat d'énergie en disant mais il faut faire, mais ils ont pris du temps à être suivis. Aujourd'hui, en 2020, la Ouest France, la coupure de presse qu'on a vu tout à l'heure s'afficher, ils ont été suivis et ils ont embarqué les élus communaux. Il y a des communes qui ont investi dans la SAS, la Comcom de Lernay, le syndicat d'énergie, Territoire Énergie Mayenne, et un privé à côté, à Beauwind. Donc ensemble, ils ont réussi à faire une société de projet qui mène pour aller au bout de leur projet éolien qui va être sur le territoire. Et c'est bien tous ensemble qui vont décider de qu'est-ce qu'ils font de l'argent que ça va rapporter. Il y a une partie des fonds qui sont dédiés à la transition énergétique du territoire. Donc ce n'est pas seulement 7000 citoyens, mais c'est 7000 citoyens qui réfléchissent à qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on génère. Alors on rembourse une partie quand même des dividendes, hein, tous ces actionnaires, là, les citoyens, c'est le premier parc éolien en France. On a de la chance, c'est à côté de chez nous, c'est à Bégane, c'est la Bretagne, mais bon, c'est quand même pas loin de chez vous. Mais c'est ça qui donne envie, c'est ce genre de photos, voilà. On arrive au sujet qui fâche. Qui donne envie. Et les citoyens, ça les motive d'être dans un projet collectif comme ça. Les élus, pareil, il n'y a que des retombées positives pour eux, de dire mais on a fait quelque chose avec les habitants, pas pour une fois, on n'était pas contre, ils ne viennent pas se plaindre à nous, ils veulent faire ensemble et on sent vraiment ce mouvement qui prend de l'ampleur grâce à cette motivation collective. D'accord. Jean Jouzel, on a entendu des collectivités qui disent on investit, hein, et c'est dans leur feuille de route, on l'a vu à ces dernières élections municipales, c'était en tête de gondole l'engagement transition écologique. On entend des initiatives innovantes, ça suffit ? Non, c'est déjà important. Je pense c'est ce qu'on dit. Disons, chacun a son rôle à jouer. L'État, mais bon, le département, c'est aussi important. La région, bien sûr. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des communes, mais comme vous l'avez dit, c'est peut-être pas facile au niveau des petites communes. C'est quand même au niveau des communautés de communes que beaucoup des décisions qui sont au cœur de nos discussions aujourd'hui sont prises. Et bon, moi, j'ai eu la chance, puisque, disons, par rapport à ce que vous avez dit, de participer donc à cette réunion des maires écolo-socialistes à Tours. C'était qu'en août, juillet dernier, j'y étais, donc j'ai eu la chance de m'adresser à eux pendant une quart d'heure, de passer la journée avec eux. C'est vrai qu'il y a un véritable enthousiasme. Donc voilà, j'ai aussi dit que je suis moi-même engagé, hein, donc auprès d'Anne Hidalgo, donc ça m'intéresse à titre de citoyen de m'engager. Voilà, et c'est ce qu'il faut faire. Moi, je pense que les gens qui sont ici, tous ceux qui sont ici, c'est déjà un engagement d'être ici ce soir. Je suis sûr que, disons, j'imagine que c'est dans cet esprit-là qu'ils sont là. Et moi, j'ai aussi discuté donc justement avec
y a quand même un avantage très fort à l'initiative citoyenne comme à Vegan, c'est aussi peut-être plus facile de faire accepter les projets quelquefois. Hein. Donc ça crée un dynamisme sur le territoire, et moi je pense que c'est vraiment essentiel. Donc cette dynamique citoyenne me semble très importante. J'en avais discuté aussi avec beaucoup. Enfin, j'ai vu cela monter depuis 7-8 ans, et donc je suis très heureux que ça se concrétise. Voilà. Donc moi je félicite tous ceux qui s'y impliquent aussi. Encore une question, et je vous demanderai, messieurs les élus, de réagir, et ensuite je viens à vous deux, messieurs. Jean Jouzel, les collectivités sont en train d'écrire leur PCAET. C'est un outil important. Quels sont vos conseils pour qu'on ne rate pas le rendez-vous? Et je reviens au courage politique, là. Le courage politique, c'est aussi... je pense qu'à la fois, il y a des... Bon, idéalement, disons, chaque communauté d'agglomération, communauté de communes, enfin au niveau où le PCAET est mis en place, ça peut dépendre, hein, se devrait de regarder les objectifs au niveau national et de les décliner, mais il y en a pour qui c'est plus facile, d'autres pour qui c'est plus difficile. Il faut aussi admettre que tout le monde ne peut pas aller aussi rapidement. Mais ce qui compte, c'est qu'effectivement, je crois que c'est important d'entraîner les citoyens dans ces PCAET. Donc moi, je vais assez souvent à des réunions d'élus comme ça qui préparent leur PCAET. Donc il y a, bon, bien sûr, c'est ça mon problème, c'est-à-dire que les gens que je rencontre, et c'est pareil ce soir, hein, sont vraiment des gens motivés. Alors ma question à chaque fois, c'est quelle proportion je parle quand je vais chez les jeunes aussi, je me dis les jeunes sont motivés, mais les jeunes que je rencontre le sont spécifiquement. Ce soir, c'est peut-être pareil, mais quelle proportion de la population, comment on entraîne toute la population? C'est ça dans un PCAET. Je sais que, bon, voilà, il y a vraiment plein de gens actifs, mais vous le savez bien. Et puis, comment on entraîne, c'est ça qu'il faut faire. Hein, parce qu'il faut que tout le monde aille. Donc, c'est peut-être ça. Et puis, je rappelle aussi que l'adaptation, mais je l'ai déjà dit, mais est importante dans un PCAET. Hein, donc, il faut aussi... donc, voilà, il faut savoir. Mais bon, après, c'est vraiment d'un territoire à l'autre, ça peut dépendre. Les activités économiques sont très différentes d'un territoire à l'autre. Quand vous allez dans un territoire complètement agricole, disons, la topographie des émissions peut être très différente. Hein. En Bretagne, à certains points, c'est 50% lié à l'agriculture. Hein. Quand il y a beaucoup d'élevage, bon, ça peut être complètement différent. Donc, c'est quand même intéressant parce que c'est aussi assez divers, mais il faut que globalement, eh bien, l'idéal, c'est que l'ensemble des PCAET, disons, nous permettent d'atteindre l'objectif. On voit bien la difficulté quand même. Hein. Donc, il faut aussi savoir faire un bilan. Ça, c'est un point je suis sûr que vous le dites aussi souvent, mais regardez ce qui s'est passé sur les 5 dernières années, sur les premiers PCAET. Est-ce qu'on a atteint les objectifs? L'importance de l'évaluation. Voilà. Alors, très rapidement, messieurs, et ensuite, j'irai aux extrémités. Monsieur Valprémite, par exemple, allez-y. Oui, nous, sur Mayenne Communauté, le PCAET est déjà fait. On l'a fait à 3 communautés de communes du nord-ouest mayennais. Je dirais 2 enjeux forts. La question des mobilités. La mobilité. En milieu rural, les gens sont obligés de se déplacer pour aller travailler et se déplacent en voiture. Donc comment on arrive à faire évoluer les choses, notamment sur le fait que les gens ne soient pas seuls en voiture, mais qu'on développe des pratiques de covoiturage. On voit que quand on fait ça dans les entreprises, ça prend et ça se maintient. Donc il faut qu'on mette des animations autour de ça pour sensibiliser. Et la deuxième chose, moi j'ai suivi sur Mayenne Communauté le plan d'urbanisme. L'enjeu fort, à mon avis, qui nous attend là, dans les 10-15 ans qui viennent, c'est le départ des agriculteurs. On a un tiers des agriculteurs à peu près qui vont partir en retraite dans les 10 ans qui viennent. Comment on arrive à installer des jeunes sur ces fermes pour éviter qu'on ait des fermes toujours plus grandes, toujours plus mécanisées, où ça sera difficile de faire de l'environnement, du développement durable sur des fermes de 100, 150, 200 hectares. C'est un vrai enjeu, et aussi économique, parce que c'est des exploitations, des familles, des enfants en moins dans les écoles. Donc il faut qu'on arrive à aider les jeunes à se réinstaller sur les fermes. Ok, messieurs. Nous, on est en tout début de la réflexion parce qu'on est obligé de renouveler ce PCAET. Donc, c'est justement, je pense, une opportunité pour partir d'un bilan. On a une petite difficulté, c'est qu'on a, par exemple, une entreprise ciment, une cimenterie, qui pèse déjà pour 1/3 de la consommation énergétique de notre agglomération et la moitié des gaz à effet de serre. Donc, déjà, on voit un gros levier d'action potentielle. Mais c'est toute la difficulté de ces activités-là. Après, il y a différents axes. Je ne veux pas devancer ce qu'on va co-construire, mais déjà la volonté de faire ensemble et d'embarquer citoyens, élus, forces vives, c'est très très important.
Il y a le volet des mobilités qui me semble important, et puis il y a le volet économique, c'est comment, à travers cette relance économique, on en profite pour faire la transition économique qui est attendue, une transition économique qui prend en compte justement l'impact environnemental, qui prend en compte le besoin de transition démographique, le besoin de transition numérique, le plus possible à énergie positive. J'irais même allons plus loin que bas carbone, mais c'est comment on produit de l'énergie de manière renouvelable, positive. Ça me paraît important, cette transition économique qui... On a la chance d'avoir un territoire exceptionnel en termes d'économie agricole, ça a été rappelé. Je pense que la bioéconomie est un moment et quelque chose d'intéressant à creuser. Comment on concilie l'activité agricole. Vous avez des projets là-dessus, vous? On a des projets en cours, en réflexion, mais je ne veux pas trop en dire, parce qu'on travaille vraiment collectivement. Et moi, je suis quelqu'un d'assez rassembleur le plus possible. Mais comment on concilie production d'énergie, qui a du sens pour renforcer l'activité agricole, et comment on peut l'utiliser aussi pour le monde industriel, ça me paraît très important. Ça va définir la croissance qualitative. Pour sortir du débat passionné entre décroissance et croissance quantitative, je pense qu'il faut se battre pour une croissance de la qualité de vie. Et je pense que la Mayenne a un atout là-dessus. Christophe de Saint-Georges, l'ADEME, l'Agence des transitions, vous appelez maintenant. Bon, vous êtes sur les territoires, les accompagnez. Un point de vue sur ces PCAET là, qui sont en cours d'écriture. Enfin, c'est des points de rendez-vous importants, ça, pour le passage à l'acte. Oui, effectivement. Les collectivités, les territoires ont un rôle très important dans ces démarches de lutte contre le changement climatique. Et la mise en place des PCAET qui entraînent les acteurs du territoire permet de mettre collectivement en place des actions et d'apporter une explication et une cohérence à ces actions. Les collectivités aussi, elles ont un rôle d'exemplarité et elles le font. Des efforts ont déjà été réalisés. On voit effectivement les courbes qui continuent à monter. Mais sur ce sujet, l'ADEME et avant l'agence de la FME, l'Agence française de la maîtrise de l'énergie, travaille depuis des dizaines d'années. Et malgré tout, on voit encore que des efforts colossaux sont réalisés. On est des petites équipes, on a une mission d'accompagnement de l'ensemble des acteurs. Mais voilà, alors moi je suis un optimiste pragmatique, c'est-à-dire que voilà, je regarde pas mal dans la salle ce soir. Heureusement qu'il faut qu'ils soient de plus en plus nombreux. Ouais. Mais sans les collectivités, on n'y arrivera pas. Ça c'est sûr. Non, c'est elles qui sont en tête de la bataille. Une autre question, là il y a un grand projet national, celui de la rénovation énergétique. Il ne faut pas se rater là-dessus. Alors il y a le programme FAIR, pour les professionnels, je crois que c'est le programme SAR. À quelles conditions on ne se rattrape pas en Mayenne là? Oui, bien sûr. Ah oui, parce que lui, il est chef de file là-dessus, on va en parler après. Alors, la rénovation énergétique des bâtiments, c'est effectivement un sujet essentiel. Et ça énorme. Non plus, c'est pas d'aujourd'hui dont on en parle. Le programme FAIR avec des financements SAR, enfin bon, on va rester peut-être sur le programme FAIR. C'est une nouvelle étape dans la mise en place d'un réseau et d'un ensemble ou d'un collectif d'acteurs qui ont pour mission d'informer, conseiller, et j'inclus dedans du coup tous la phase de travaux. Donc le programme FAIR, ça embarque l'ensemble des acteurs publics et privés, tous les pros, pour réaliser des travaux de qualité qui donneront satisfaction et qui n'engendreront pas non plus de problématiques de dégradation du bâti. Parce que la rénovation énergétique, c'est un sujet assez technique et donc il faut être très vigilant et il faut accompagner les particuliers si on veut faire des réalisations performantes, pertinentes. Il y a un parcours client énorme là-dessus. Il y a un parcours client très très important. Je ne résous pas mon problème en changeant mes fenêtres, quoi. Exactement. Bien sûr, c'est ça qui est important. Attendez, si je peux juste réagir là-dessus, parce qu'effectivement, on nous met des milliards sur la table et c'est intéressant avec ce plan de relance, on nous les distribue. La question, c'est comment on peut l'absorber aussi, nous, en tant que collectivité, si on n'a pas les compétences humaines de suivi. Je vois sur Laval, on a que des passoires énergétiques dans les bâtiments publics. Et donc, c'est comment on développe cette ingénierie, on recrute et on avance. Voilà, ça ne suffit pas, je pense, le financier. On a besoin d'humains et de compétences pour pouvoir incarner et développer et accélérer cette transition. Alors, sur la réno. 3 choses rapides. Premier élément sur les plans. C'est maintenant ça. Sur les plans climat,
il faut arrêter d'en faire un sujet de cabinet, de conseil, qui coûte très cher aux collectivités locales et qui n'associe pas les citoyens. S'il y a des consultants dans la Voilà. salle... Donc il faut vraiment changer le pragmatisme là-dessus, être pragmatique et réussir à en faire un mouvement d'association de l'ensemble de nos citoyens. Deuxième réaction sur tout ce qui vient d'être dit par rapport au PTRE, au SAR. La loi, elle a prévu que ce soit les intercommunalités en lien avec les régions. Ça ne nous convient pas en Mayenne. Parce qu'en Mayenne, on a des intercommunalités de petite taille, certaines qui font moins de 20 000 habitants. Ouais. Et on est le département, je parle sous le contrôle de l'ADEME, qui consomme le plus aujourd'hui par sa bonne organisation des points d'info-énergie, notamment ceux tenus par Synergie. On déploie beaucoup de dispositifs en Mayenne. Et donc on est en train de travailler avec toutes les intercommunalités pour réussir à les fédérer en Mayenne, en lien avec la région, et réussir à garder un peu ce leadership. Et puis dernier point, parce que je ne reprendrai peut-être pas la parole, on a une ambition en Mayenne qu'on a portée depuis quelques mois, et qui se déclinera, je pense, dans les semaines et les mois qui viennent, c'est d'être le premier département bas carbone de France. Bas carbone. Voilà. Il y a beaucoup de départements qui veulent le faire. Oui, mais on sera les premiers. D'accord, si vous le dites. Alors, vous reprendrez la parole tout à l'heure, parce que je termine avec vous, et merci d'avoir été patient, et ensuite on réfléchit tous ensemble à comment on avance collectivement sur ce département. Et là, vous allez bosser là, tous ensemble. Et donc, du coup, je vous redonnerai la parole pour dire qu'est-ce que vous achetez dans les propositions qui seront faites. Alors vous avez finalement deux casquettes. Alors, vous êtes une boîte de service. Combien de collaborateurs chez SR France ? 450 collaborateurs. D'accord. Sur la Mayenne et la Sarthe. C'est pas une cimenterie, hein. Donc, ils émettent un peu moins qu'une cimenterie. Cela dit, il y a des tas de quick wins, comme disent les consultants, que vous aimez bien, pour avancer, pour se transformer. Qu'est-ce qu'une organisation comme la vôtre peut faire et peut développer pour passer à l'acte et participer à la cause? Comme vous le disiez, justement, on est une entreprise de service, donc déjà de base, on pourrait se dire, et les collaborateurs aussi pouvaient se le dire au départ, c'est notre impact environnemental, il est limité. Sauf que déjà, quand on a commencé par méconnaissance, en fait, à regarder déjà quels sont nos impacts environnementaux, on se rend compte qu'on en a déjà un petit peu. On édite pas mal de papier, on fait pas mal de kilomètres. On a un impact informatique qui est de plus en plus important puisqu'on dématérialise beaucoup. Donc déjà, c'est la méconnaissance en fait de la typologie des impacts environnementaux qu'on peut avoir. Et puis on en parlait tout à l'heure aussi, de rendre factuelles les choses. Dire on fait beaucoup de kilomètres, c'est bien. Dire combien on en fait, c'est encore plus parlant. Et de l'afficher les résultats d'une année sur l'autre aussi, c'est important. Un des exemples qu'on a pu, d'une action qu'on a pu mettre en place justement dans l'entreprise, c'est en lien avec Synergie. Et je les remercie de m'avoir invité ce soir. Justement, je vais refaire un petit peu de publicité. Pour ceux qui connaissent, c'est le... faut pas s'en priver. Pour ceux qui connaissent, c'est le défi famille à énergie positive. Ah oui, donc, vous avez fait ça ? Dans le cadre de l'entreprise, on a formé une équipe de collaborateurs qui ont mis en place des actions chez eux. On a participé au défi. Alors, on a remporté le défi sur l'énergie. Donc, on est pas peu fiers de notre équipe. L'idée, après, c'était, dans un premier temps, ça permettait d'identifier les collaborateurs sensibles au sujet de l'environnement, qui sont en mesure de se mettre en mouvement. Puis à la fin de ce défi-là, moi, ce que je leur ai dit, c'est bien d'avoir fait des choses chez vous, et maintenant, on va mettre en place des actions dans l'entreprise. Donc on a fait ça, c'était courant, voilà, il y a 2 ans, on a formé une équipe, et puis cette année, il y avait 2 nouvelles équipes qui ont participé. Est-ce que vous pouvez tordre le cou une fois pour toutes au fait que ces actions ne détruisent pas de la valeur économique, mais peuvent créer de la performance dans l'entreprise? Parce qu'il y a ce sujet-là, hein, dans le monde économique, c'est « oh là là, mais comment je m'y retrouve dans mon compte d'exploitation ?» Expliquez ça. Là, pour le coup, on était vraiment... là, j'ai entendu tout à l'heure le terme de petits pas. Le défi famille énergie positive, c'est vraiment la méthode des petits pas. On va pas forcément engager de grands travaux, de grands investissements.
Mais tout compte. Chacun va y mettre un petit peu du sien sur le fait le soir de peut-être débrancher son ordinateur. Voilà, c'est moi, plus mes 450 collègues mis bout à bout. Forcément, ça va commencer à peser. Alors, ok, on n'a pas des projets d'aussi grande envergure que vous pouvez mener, mais à l'échelle de l'entreprise, même dans une entreprise de service, on peut mettre en place des petites choses. Donc après, on a la côté impact du personnel, sensibilisation du personnel. Après, on a mené aussi d'autres actions avec l'entreprise qui relèvent directement de la direction. Vous, perso, vous avez changé quoi dans votre vie? Je suis venu en Zoé tout à l'heure. C'est vrai? Oui, donc j'ai une Zoé borne de rechargement sur le parking? J'ai suffisamment de kilomètres pour rentrer chez moi, donc ça va aller. Mais d'accord. Zoé de fonction? Non, une Zoé à titre personnel. Très bien. Depuis le mois d'août. Ça marche très bien. On a reçu beaucoup de questions, Jean Jouzel, pour vous. On en a déjà. Non, moi aussi, je viens. Non, je suis pas venu en Zoé, mais on a une Zoé. Oui, voilà. Donc... Vous avez une Zoé? Oui, ça marche bien. Ouais. Bon, alors, on va pas faire de publicité, mais c'est pas mal. D'accord. Il y a alors, on a reçu beaucoup de questions des absents, parce qu'il y a des frustrés. Hein. Il y a plus de 100 personnes qui peuvent malheureusement pas être avec nous ce soir, mais ils verront les replays. Il y en a qui vous demandaient, c'est un peu comme pour Louison, 5 mois, si vous aviez 20 ans aujourd'hui, vous feriez quoi? Moi, je pense que, justement, dans ce livre, avec Climat Parlons Vrai, c'est un dialogue avec un jeune. Je pense qu'il y a beaucoup de façons de s'engager pour les jeunes. D'abord, il y a quand même beaucoup d'opportunités dans ce mouvement vers la transition. Et donc, j'aurais un regard, si j'étais jeune, pour... et on a d'ailleurs des petits-enfants de cet âge-là. Voilà, donc un regard sur cette transition. Il y a beaucoup d'opportunités. Voilà, donc... si j'étais jeune, je ferais de la recherche parce que c'est passionnant. Et puis c'est important. Non, mais c'est vrai, ça m'a tellement passionné. Et j'engage les jeunes qui nous écoutent. Franchement, c'est un métier passionnant et qui peut... Quand j'ai commencé il y a 50 ans, je ne pensais pas que je me retrouverais avec des élus 50 ans plus tard et avec ces problèmes. Mais voilà, donc j'engage les jeunes à regarder autour d'eux et puis à choisir vraiment un métier qui leur plaise et qui s'inscrive vraiment dans cette dynamique de lutte contre le réchauffement climatique, d'adaptation également. Voilà. Je balaye une dernière fois les 5 pistes que vous nous avez données en conclusion pour être sûr de ne rien avoir oublié, et puis après on y va. Donc, énergie renouvelable, ça doit être un sujet territorial mobilisateur. Vous avez entendu des réponses satisfaisantes ou Claire, vous voulez ajouter quelque chose? Non, ça va? Moi, je crois qu'il y a un dynamisme, donc vous m'avez convaincu, Claire, oui, mais donc c'est bien, non, c'est bien. On n'a pas beaucoup parlé de... La méthanisation doit démarrer quand même. Oui. On n'a pas beaucoup parlé de la sobriété énergétique. Gros sujet. Qui veut intervenir là-dessus? On a parlé des passoires. La sobriété passe aussi par... la sobriété énergétique passe aussi par la rénovation quand même. Donc il faut... Apprendre aussi... pardon. Apprendre aussi, vous nous l'avez dit, les solidarités internationales. Enfin, un degré supplémentaire, c'est, je crois, 10 millions de réfugiés climatiques qui arrivent. Voilà. Alors, c'est le ici et ailleurs, quoi. Hein. Oui, la solidarité internationale, elle peut être au niveau d'un regard d'accueil quand même vis-à-vis de ces migrants. Alors, il y a beaucoup de migrants, enfin, il y a probablement peu de migrants climatiques actuellement. Il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles les gens migrent, mais... Bon, on en a parlé, par exemple, pour le problème de la Syrie, en pensant qu'il peut y avoir une composante climatique à l'instabilité en Syrie. Tout ça se discute, mais il est indéniable que ces régions, disons par exemple le Sahel, où les populations vont augmenter, c'est ce que les démographes nous disent, et la difficulté de vivre, d'assurer la sécurité alimentaire, d'avoir de l'accès à l'eau dans certains points va être plus difficile. C'est quand même, ça risque d'être à l'origine de mouvements de population, c'est clair. Donc, oui, donc ça, cette solidarité, voilà, moi, s'il n'y a pas de solidarité entre les pays, et bon, c'est vrai que je souhaite que, disons que tout le monde regarde. Et il y a aussi la solidarité, il faut absolument, et c'était un des points de notre pacte finance-climat, que, disons, l'Europe se doit d'aider l'Afrique à réaliser cette transition. C'est ça qui est important. Et
disons au niveau planétaire, les pays développés se doivent de tenir l'engagement qu'ils ont pris dans l'accord de Paris. C'est pas si facile de mettre 100 milliards d'euros à disposition des pays en voie de développement chaque année. Et les pays en voie de développement pensent que ça devrait augmenter jusque vers 200 millions d'euros, 200 millions de dollars ou 200 milliards dans ce cas-là, hein, pas 200 millions bien sûr, chaque année pour les aider effectivement à réussir cette transition. C'est ça aussi la solidarité. Alors on va terminer, mesdames, messieurs, en travaillant ensemble sur cette question qui s'affiche à l'écran. Donc vous, avec vos mobiles, si vous pouvez y aller, je vais vous en expliquer les modalités. Ah bon, vous avez déjà commencé, c'est formidable. Et vous, avec votre micro, pour le coup. On peut juste revenir à la question que je l'explique. En fait, on aimerait un peu brainstormer avec vous sur les conditions d'un entraînement positif des Mayennais pour les rendre encore mieux, encore plus acteurs majeurs, hein, c'est l'engagement citoyen qui compte, des transitions. Et on vous demande de nous exprimer des freins. Et là, vous prenez les post-it jaunes. Donc, eux, sur leur mobile, ils peuvent produire des post-it digitaux qu'on va voir à l'écran, des post-it jaunes. Les forces actuelles que nous avons, quels sont nos atouts ici en Mayenne? Les post-it roses. Ensuite, nos besoins à l'échelle individuelle, ce sont des post-it verts. Et nos besoins à l'échelle collective. Hein. Le collectif, évidemment, que c'est fondamental, mais pensons aussi à l'engagement individuel. Et donc, les besoins à l'échelle collective, c'est les post-it bleus. Alors, on va découvrir ça ensemble. Je vais vous demander, Madame, Messieurs, de commenter. Prenez vos micros, allez-y. Hein, la ligne est ouverte. Et puis, on va essayer de faire une synthèse avec tout ça. On les reçoit là sur le PC. On va les mettre en ordre. Sur les jaunes, ce qu'on constate, c'est quand même aussi les injonctions contradictoires qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Parce que faire baisser la place de l'automobile ou se dire la dépendance vis-à-vis des technologies, là aussi c'est toute la difficulté de comment on se déplace, comment on se nourrit, comment on se loge. Vous osez parler, vous osez agir et décider sur le sujet de la sobriété, vous par exemple? C'est chaud quand même, hein, aujourd'hui. C'est pas facile. Oui. Les élus, là. Enfin, la sobriété heureuse. Consommer moins, consommer mieux. Enfin, c'est des trucs c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien, en tout cas à travers, par exemple, on parlait des déchets. Les déchets, c'est au quotidien qu'il faut s'habituer à mieux recycler, à ne pas déchirer les emballages. C'est des choses simples qu'il faut rappeler. Hein. Ne pas déchirer les emballages, parce que sinon c'est très mal recyclé ensuite dans les usines. C'est comment, des petits gestes simples, hein. On a eu la semaine du développement durable, comment on met des aérateurs dans ses robinets pour éviter de moins consommer d'eau. Enfin, c'est des petites choses très simples, comment on met des thermostats. Ça, la sobriété. Oui. Non, moi je suis pas d'accord. Là. Alors allez-y. Pour moi, ça c'est de l'efficacité. C'est de l'efficacité. Je maintiens que l'efficacité, c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie ou moins de matière. La sobriété, c'est faire attention à ce qu'on fait, de faire des choix dans ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Pour moi, la sobriété, c'est une étape un peu différente. Donc, c'est pas si facile. Donc, moi, c'est un peu ça que je... C'est seulement aux Assises nationales d'économie circulaire que j'ai animé à 15 jours. C'est la première fois qu'on a osé mettre le sujet sur la table. Ouais. C'est quand même... et on a interrogé la ministre là-dessus. Alors, comment vous la définissez? Comment la ministre a-t-elle défini la sobriété? Parce que pour moi, déjà, travailler pour que ça ne soit pas une contrainte. C'est positif. Quoi. Donc, il y a énormément, deuxième point, énormément de pédagogie à mettre en place autour. Parce que ça peut bien se passer, la sobriété. Alors, en haut à gauche, là, vous l'avez un peu dit, hein, monsieur le maire, opposition, transition écologique et économie, frein à l'emploi et à la consommation, qui sont les leitmotivs de notre vision capitaliste du monde. Est-ce que, je parlais d'économie circulaire, question ouverte, hein, est-ce que l'économie circulaire pourra être un modèle dominant? C'est un sujet territorial, ça. Hein. Les boucles circulaires, c'est sur les territoires hein, que ça se joue. Je réponds en tant qu'élu local. Un modèle dominant, je ne sais pas, mais en tout cas, un modèle, c'est certain. On travaille beaucoup déjà sur la réduction de déchets, donc améliorer le tri, réduire les déchets d'ordures ménagères. Je crois qu'on est déjà largement en avance par rapport aux objectifs.
mais on va avoir une taxation de tout ce qui va être enfoui ou incinéré, donc toutes les ordures ménagères, qui va être extrêmement importante. Et donc il faut qu'on arrive effectivement à plus que réduire cette production de déchets, et l'économie circulaire, c'est-à-dire la réutilisation, le recyclage, le réemploi vont devenir crucial. Nous, on va développer quelque chose là-dessus au niveau de Mayenne Communauté. Donc, est-ce que ça va devenir le modèle dominant? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va devenir quelque chose d'aussi quotidien, de se dire comment je réutilise un déchet. Ça va devenir un geste aussi quotidien que comment je trie, comment je recycle. Voilà, incontournable. Je crois qu'il y a une ville parmi vous qui est en déchets incitatifs. Ouais, nous, à Mayenne, on a mis la redevance incitative. Alors, la redevance, c'est la RI, oui. Sujet au casse-gueule pour les élus, c'est-à-dire que le poste à pas prendre, c'est vice-président en charge des déchets. Ouais. Non, mais c'est un bon exemple, ça. Comment on le vend? Comment on le fait passer? Donc, le redevance incitative, c'est-à-dire que les gens ne payent plus une part fixe de déchets. Oui, ok, mais comment on le fait passer? On fait passer, et puis c'est comme ça, c'est tout, et les gens comprennent bien que... Oh, c'est pas mal. Et à l'arrivée, il n'y a que des baffes à prendre, mais les gens comprennent bien, enfin, les gens qui ne veulent pas comprendre ne comprennent pas, mais les gens qui sont un peu sensés comprennent bien que moins on produit de déchets, moins on paye, et donc on est dans un système vertueux. On peut aller jusqu'à des moins 30% de gisements. Le fait d'avoir fait ça, je crois qu'on est à 130 kg par habitant, ce qui est encore monstrueux, 130 kg par habitant à Mayenne Communauté, sur une moyenne départementale, mais je parle sous le contrôle d'Olivier, qui doit être de 150, je crois. Moins de 5% des gisements français en redevance incitative, 27% en Allemagne. On termine sur les freins. Est-ce que vous voulez exprimer d'autres freins, mesdames, messieurs, là sur scène? Et après, on va passer au post-it rose sur vos forces. Sur les freins, encore des choses à dire en complément de ce que vous voyez? Allez-y. En je vous en prie. complément de l'addiction à un faux confort matériel, je dirais aussi qu'on a des bonnes habitudes, où on est bien content d'avoir tout ce qu'on a, et dès qu'il faut en changer un petit peu, parce qu'on est tous convaincus par notre impact environnemental, on est tous convaincus qu'il faut qu'on fasse tous quelque chose chez soi ou dans l'entreprise, ou prendre moins la voiture. Mais dès qu'on demande à bouger un petit peu les choses, et moi le premier, on est tous pris la main dans le sac, en fait c'est tout de suite un peu plus compliqué. Alors comment on fait? Tiens, comment vous avez des enfants, je sais pas? Oui. Ouais. Alors comment vous leur en parlez? Comment je leur en parle? Déjà au niveau des déchets, je lui ai expliqué qu'il fallait ramasser les déchets qui sont dehors pour les mettre dans la poubelle. Maintenant c'est devenu une manie, ils s'arrêtent tous les 10 mètres malheureusement, c'est mauvais signe. J'essaie de... Je vous raconte un truc, Jean Jouzel, aux dernières assises de la transition énergétique à Bordeaux. Je reprends une plénière et je vois une quinzaine de jeunes dans la salle. Je vais les voir, vous faites quoi? C'est notre prof qui nous a dit de venir. Venez sur scène. J'ai fait venir sur scène. Et donc, on engage une discussion sur, qu'est-ce que vous avez entendu? C'est important, il faut sauver la planète. Ils me disent des trucs sensés. Et puis après, je dis, et toi, ton portable, tu l'as depuis combien de temps? Je le change à peu près tous les 3 mois. Et toi? Moi, 6 mois. Et je regarde une stat le soir qui montre que les moins de 18 ans changent leur portable en moyenne tous les 8 mois. Donc, contradiction. D'une part, ils ont des convictions il faut changer la planète, et ils changent leur portable tous les 8 mois. Comment on les fait changer? C'est un bon cas d'école. Qui me répond? Méthode incitative. Moi, j'ai une petite fille qui est éco-déléguée, voilà, donc ça vient d'être nommé les éco-délégués, ils essayent, voilà, donc je ne sais pas si c'est très efficace, mais en tout cas, c'est Oui, les mettre en responsabilité. Tout à fait. Donc elle prend ça au sérieux. Dans les collèges, ça fonctionne plutôt assez bien. Voilà, les éco-délégués, on a des éco-collèges aussi qui sont labellisés, ça fonctionne plutôt bien. On regarde les roses. Alors, vos forces, beaucoup de ruralité sur les territoires. L'attachement des gros acteurs économiques au territoire, ils peuvent être des sponsors. Le faible taux de chômage / le dynamisme professionnel. Développer l'agriculture de demain. Climat modifié, plus énergie moins importante. Enthousiasme de participer à cette transition nécessaire qui touche une multitude de domaines. OK. Envoyez des trucs un peu plus précis, là encore. C'est quoi vos spécificités locales? Il faut agir dessus. Le fait, on voit bien la difficulté qu'en certaines régions, c'est général pour l'ouest de la France, mais disons, il y a plus de dynamisme économique que dans d'autres régions. Disons l'axe, il y a ce célèbre axe en France,
sud-ouest, nord-est, et c'est quand même plus facile, me semble-t-il, de mener une politique dynamique dans ces régions où il y a déjà un dynamisme économique. Bien sûr. Disons, une des causes de l'échec de Copenhague, c'est que ça se situe juste après la crise de 2008. Voilà, donc quand il y a le dynamisme économique, s'il y a des gens qui veulent, disons, entraîner dans un moment de dynamisme économique, alors pas de plein emploi, mais d'emploi, disons, c'est quand même plus facile que dans des régions où le problème social mange tout, je veux dire, surpasse tout. Le représentant de l'ADEME, quels sont les atouts qu'a ce territoire ? Alors là, je vois bois, énergie et bocage. Donc Oui. ça, dans les énergies renouvelables, c'est clairement un atout parce que effectivement, on gagne sur plusieurs plans. Le plan de l'utilisation d'une énergie renouvelable en substitution d'énergie fossile, type enfin fuel ou gaz, et le développement local qui est lié du coup à l'entretien des bocagères et à la valorisation de ce bois. Donc là, on est, enfin pour moi tout de suite là, ça me parle. Après, j'ai pas trop regardé les autres post-it. Non, mais de ce que vous Mais observez. alors après, globalement, moi je le perçois comme un département dynamique et avec une volonté quand même d'un ensemble d'acteurs de travailler sur la transition énergétique. Ça, je perçois bien en Mayenne. Et donc, du coup, alors je ne sais pas si c'est à quoi c'est lié, mais bon, l'histoire, elle est comme ça. Mais en fait, il y a une connaissance et un vrai travail collectif qui est mené dans ce sens, acteurs publics, acteurs privés. Donc ça, pour moi, c'est des signes, c'est des conditions encourageantes à la réalisation des changements qui sont nécessaires. Très bien. On regarde les besoins à l'échelle individuelle que vous avez exprimés. Ce sont les post-it verts. Ah, vous avez des projets hydrogène dans le coin ? Oui, il y a une première station qui est en fonctionnement à Château-Gontier, et puis il y a un projet à Laval, on y réfléchit. à changer pour être plus précis. Mais en tout cas, notre territoire d'énergie Mayenne est en train de prévoir l'installation. Et puis il y en a une à Mayenne aussi qui est en cours de mise en œuvre. Et au niveau de production aussi. Au niveau production, on est en train d'essayer de relier notamment la métallisation pour la connecter à l'hydrogène. Voilà, c'est l'idée sur laquelle on est pour que ça soit effectivement complètement efficace. C'est intéressant, là, besoin de collectifs qui sondent, accompagnent et informent les citoyens. Vous avez des démarches comme ça ou quelles démarches on peut mettre en œuvre Madame Legrand, peut-être vous avez des idées sur comment aller vous doter de ces indicateurs finalement pour regarder comment ça avance et ce que disent en permanence les gens. Qui veut Oui, alors c'est un peu notre rôle, nous, en tant qu'animateurs et synergie sur le département de la Mayenne est là pour ça, mais on est face à un manque de moyens humains pour vraiment aller sur tous les territoires. Aujourd'hui, c'est pas du tout couvert en Mayenne. Moi, je couvre les Pays de la Loire, donc je suis en Mayenne parfois, mais je peux pas être sur tous les territoires partout. Et nous, notre relais dans le département, c'est du coup Synergie qui a ce rôle-là, mais je crois qu'ils sont limités aussi en nombre de moyens humains pour vraiment le faire, mais c'est un besoin qui nous remonte beaucoup, qu'aujourd'hui on a besoin d'accompagnateurs de terrain, mais on ne sait pas trop où les trouver. D'accord. Oui Non, mais je pense que globalement on est tous plus ou moins en train de prendre ces questions-là à travers les PCAET, alors les plans climat, air, énergie territoriaux. On ne peut plus les écrire en chambre, dit Jean Jouzel. Et on va tous mettre des moyens derrière, c'est-à-dire que nous qui avons un PCAET qui est déjà avancé, on va mettre des chargés de mission qui vont porter ces politiques. Nous, je disais, dans une entreprise, comment on sensibilise pour effectivement que les gens covoiturent, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils démarrent aux mêmes heures et ils habitent côte à côte. On est en train de travailler, nous, sur un plan alimentaire territorial pour voir comment on connecte les producteurs, les restaurations collectives, les agriculteurs sur des filières courtes. Voilà, la dynamisation en tout cas va arriver parce que c'est la suite logique de tous ces plans climat et énergie, c'est de mettre des animations soit par les opérateurs comme Synergie, soit directement par de l'ingénierie, comme disait Florian Berco. Il faut qu'on recrute et qu'on étoffe nos équipes. D'accord. Et il faut peut-être qu'on arrête un peu d'investir sur des grands bâtiments et qu'on se mette à avoir des équipes très structurées, très costauds pour pouvoir développer ces politiques. Le zéro artificialisation des sols aussi, là, sujet important.
On le fait, on a énormément réduit dans les plans d'urbanisme la consommation d'espace agricole. On n'est pas encore à zéro, mais on a plus que divisé par 2. Okay. Moi, je voulais réagir sur le télétravail. Oui, oui. Pardon. Alors, parce qu'on a mis en place au conseil départemental ces 1200 agents. Il y a 3 ans, on a expérimenté d'abord avec 10 personnes de niveaux différents en fonction de leur type d'emploi. Quand on a testé sur 10, on a ouvert à tout le monde. Il y a eu 180 personnes à être volontaires, 1 à 2 journées par semaine. Le confinement est arrivé. On a, heureusement, nous, beaucoup de moyens informatiques développés, donc beaucoup de télétravail s'est mis en place. À la sortie du confinement, on a reposé la question, 450 personnes volontaires. Voilà. Donc c'est fantastique. Continuer. Voilà. Ouais. Et on va être, je complète, grâce à l'action du département, on va être le 2e après Paris département 100% fibré. Donc ça va permettre aussi aux gens de travailler dans des conditions parfaites. Très bien. Il vous a fibré récemment? Ça, si on a été bien servi, mais c'est complètement le hasard. La commune, mais c'est pas nous qui choisissons les communes, hein, c'est l'opérateur. On termine avec les besoins que vous repérez à l'échelle collective. Alors, transport en commun gratuit, diversifié et attractif. Alors, Laval? Sur les transports publics gratuits avec énergie nouvelle, moi j'y suis à titre personnel très favorable et je m'y suis engagé. Maintenant, il faut convaincre tout le monde, parce que c'est à l'échelle de l'agglomération. Et voilà, ça a beau ne pas être un enjeu politique, c'est quand même très politique l'environnement. Et quand on passe à l'action... Ça pourrait se faire sur le mandat? On l'espère. Ouais. En tout cas, notre rôle, c'est de convaincre les non-convaincus plutôt que de rassurer les convaincus. Ça, c'est quand même le leitmotiv tous les jours. Et sur la politique environnementale, il y a encore beaucoup de monde à convaincre. Plein d'idées là. Hein. On n'a pas parlé de l'eau. Gros sujet pour vous, Jean Jouzel. Faire payer l'eau plus cher après un volume minimum gratuit. Une idée? Je ne sais pas. Oui, peut-être que les gros utilisateurs d'eau, oui, bien sûr. Mais non, je n'ai pas d'idée là-dessus. Il faudrait que je réfléchisse quand même. Il voudrait des conventions citoyennes locales pour l'environnement. Oui, ça c'est... Ouais. Ça, il faut le faire. Non, plus généralement, moi j'ai bien aimé la proposition. Enfin, je pense qu'on ne peut pas réussir un PCAET effectivement sans interaction obligatoire plus forte avec les populations. Donc, je veux dire, c'est par adhésion, on ne fait pas un PCAET, effectivement, ça a été dit. Mais je pense que là, il y a vraiment un besoin et je veux dire, ils seront d'autant plus respectés qu'ils ont été vraiment poussés par l'ensemble, si possible, d'une grande partie des populations. Alors. Arrêter de bitumer, favoriser les transports fortement carbonés, ouais. ok, vélo, et la marche, elle est où? Moi qui marche beaucoup, c'est vélo ou voiture. C'est marche ou métro. Formation aussi pour les artisans du bâtiment, ça c'est un gros chantier territorial, ça, la formation des professionnels du bâtiment pour mieux conseiller et appliquer ces exigences, très important. Encourager les entreprises à travailler sur la mobilité, le télétravail des salariés. Il existe sur des territoires des actions collectives en la matière. Avoir conscience que nous vivons tous sur la même planète et que penser à son échelle individuelle n'est pas viable. Sensibilisation à grande échelle des citoyens. Peu de personnes ont conscience des enjeux majeurs ou ne se sentent pas concernées. Oh, ouais, vous êtes d'accord avec ça? Ouais, oui, il y a toujours, je pense, il y a toujours une partie de la population qui ne se sent pas concernée. Ouais. Disons, comment elle est peut-être moins importante qu'il y a 10 ans, mais elle reste bien là quand même. Ok, favoriser financièrement les pratiques agricoles vertueuses. La réforme de la PAC va être une étape importante vers les choix des européennes. Tout à fait. Ok. Des points informés pour l'engagement positif. C'est bien aussi de porter... il faut raconter les histoires de Claire Legrand partout, quoi. C'est ça qui est important. Je fais un dernier tour de piste et après on conclut notre soirée auprès de vous, madame, messieurs, sur des dernières propositions pour accélérer le passage à l'acte. Qui veut prendre la parole? Oui. Je vais commencer, je suis en bout de ligne. Je vais faire le lien un petit peu avec ce que je disais tout à l'heure et puis avec 3-4 slides qui sont affichés.
On parlait des transports en commun gratuits, alors je pense que c'est bien, ça peut être incitatif, mais encore, comme je le disais tout à l'heure, avoir des transports en commun gratuits, encore faut-il que les gens veuillent changer leur habitude. Donc j'en fais le lien avec la sensibilisation, comment, et l'accompagnement humain. Donc voilà les actions que peuvent mener Synergie justement sur l'accompagnement, que ce soit dans les collectivités, les écoles, voilà, des collectifs en fait qui se mettent en place. Voilà, je pense que c'est, encore une fois, on l'a déjà dit, mais je pense que c'est par là que ça peut passer. Puis vous tous qui êtes là, vous êtes des porteurs de messages. Hein. Si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà engagés, bien évidemment. Jean Jouzel, votre dernier mot. Dites-leur un truc sympa là, eux tous. Disons, moi ce que j'aime bien faire, c'est sensibiliser, mais on se pose toujours des questions. Pourquoi avons-nous échoué, hein? Pourquoi, disons, il y a 30 ans, on était déjà certain que si on continuait à émettre des gaz à effet de serre, on irait vers des problèmes vers lesquels nous sommes allés. Alors, c'est vrai que notre communauté, on se pose beaucoup de questions, mais il y a beaucoup de jeunes dans notre communauté très dynamiques, c'est très ouvert vers l'éducation me semble importante, on est très ouvert vers les écoles, hein, aujourd'hui. Alors c'était virtuel aujourd'hui, mais j'ai fait 2 écoles aujourd'hui, enfin c'était en visio. Mais ah bon, oui, non, donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, et j'aime bien, et je pense que la force de cette soirée, c'est d'avoir montré la complémentarité entre justement tous les acteurs sur le territoire, des entreprises, vous-même, Synergie, les associations, et ça c'est très fort quand même. Donc moi j'aime bien, voilà, je remercie parce que c'est important qu'on se retrouve autour de ces problèmes. C'est pas si fréquent quand même, hein, donc voilà. Moi, et ça fait tellement de bien. Je pense que c'est ça, la diversité et la complémentarité des points de vue est importante. Et ne lâchez rien là-dessus. Un grand merci Jean Jouzel, un grand merci à Louison. Et je vais appeler alors certainement pas conclure, mais pour nous parler de la suite, Julie Pinson et Michel Ferron. Vous venez pour conclure, non pas conclure, j'ai dit, pour des derniers mots en notre présence, je vous en prie. Je peux en profiter pour dire un dernier mot et remercier Jean Jouzel, parce que moi j'incarne peut-être cette génération Jean Jouzel. Je tiens à remercier tous ceux qui... On s'est pas né, nous, notre génération, parce que j'ai 30 ans, on s'est pas né un matin en se disant on est écolo. Je pense que c'est quand même le fruit de ceux qui nous ont éduqués, et je tenais à vous remercier au nom de la nouvelle génération, et restons optimistes. Et non, c'est génération. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Allez-y, je sais pas, vous commencez ? Oui. Oui, en effet. Osons tous ensemble aller se rencontrer, osons aller voir les représentants des territoires, les représentants des associations. Les uns les autres, sur le territoire de la Mayenne, on a la chance de bien se connaître, de pouvoir faire des liens, chacun dans ses domaines d'action. Osons aller poser des questions à notre maire, à notre voisin. Osons jouer de ces événements, même s'il y a un côté dramatique, un petit peu lourd, parfois stressant. Osons se dire les uns avec les autres qu'on peut trouver des solutions sympathiques. Une grande fête traditionnelle de française arrive très bientôt. Il y a peut-être possibilité d'aller sur ces moments-là, quand on a un petit peu de conviction, un peu d'imagination, offrir à droite à gauche une poubelle de tri pour sa belle-mère. Peut-être, je ne sais pas. Elle va être contente. Peut-être. Bon, peut-être qu'on peut trouver autre chose. Mais en tout cas, il est certainement possible d'aller taper, oser, questionner et jouer. Jouer vraiment avec cette notion pour l'aspect ludique, parce qu'on a besoin de vivre, on a besoin d'aborder, je pense, des actions pour un changement d'habitude qui donne envie, quoi, où il y a de l'enthousiasme. Pas qu'on est contraint ou culpabilisé. Je crois que ça, c'est vraiment un angle important, quitte à se tromper, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et puis, il y avait un autre aspect qui me paraissait vraiment important dans ce qui a été dit, c'est ce côté faire ensemble, ce côté oser, et aussi l'innovation. Ça se rejoint, c'est assez proche, mais tout de même, oser faire, on parle parfois du pas de côté, on parle parfois de l'idée un peu loufoque peut-être, mais en tout cas, elle a certainement aussi des possibilités pour faire fleurir d'autres idées et puis entraîner les gens avec soi, chacun, puisqu'on est tous assez convaincus ici, oser en parler à droite, à gauche. Et puis il y a un mot qui n'a pas été mis, moi c'est l'autopartage. Il me semble qu'il y a vraiment une possibilité avec ça. Alors je fais un petit clin d'œil à Séverine sur le domaine de la mobilité. Il me semble qu'il y a aussi une grande opportunité dans cette action.
Tiens, d'ailleurs, si quelqu'un peut me ramener à Laval ce soir, ça m'arrangerait. À vous, Michel Ferron. Merci beaucoup. Merci. Alors, à mon tour, trois messages que je voudrais transmettre. D'abord, tardivement, je salue Olivier Richefou et Florian Berco, qui sont nos partenaires réguliers et fidèles au niveau de la Maison de l'Europe. Donc, 3 messages. D'abord, au nom de la Maison de l'Europe, je me félicite que la complémentarité qu'a souligné Jean Jouzel tout à l'heure ait bien fonctionné entre nos 2 associations. On est bien passé du stade d'un savoir partagé à une mise en commun de solutions concrètes qui ont été, disons, partagées, également abordées par les intervenants. Et je pense que c'était le pari qu'on avait fait, et on est heureux que cette dynamique ait fonctionné. En même temps, j'en profite, donc, bon anniversaire à nos amis de Synergie. C'est normal, puisque c'était pour eux aussi une soirée importante. Juste un petit point aussi, tout à l'heure, c'est vous qui l'avez évoqué, je crois, les familles à énergie positive. Il se trouve que quand j'étais élu départemental, dans mon canton, ce dispositif fonctionnait et j'ai pu mesurer à quel point il y avait là des solutions très concrètes qui se mettaient en place, des petits pas, vous avez dit. Et voilà. Le deuxième message, je ne voudrais pas oublier non plus de féliciter notre conducteur qui nous a accouchés avec talent grâce à sa maïotique efficace. C'était très important que vous ayez réussi à mettre tout ça en musique. Et je garderai ma dernière conclusion pour Jean Jouzel. Parce que je voudrais lui exprimer à nouveau ma grande reconnaissance au nom de les associations, mais aussi, j'imagine, du public. Je vous ai présenté tout à l'heure en expert tranquille, éloigné des admonestations un peu tapageuses, qui avancent avec des constats. Pourquoi a-t-on envie de vous écouter, Jean Jouzel? Pourquoi on vous aura encore écouté plus longtemps? C'est parce que ce soir, en tout cas, vous nous avez donné une excellente leçon de pédagogie. C'est, je pense, grâce à des gens comme vous, que dans les consciences progresse déjà la conscience de l'écologie. Parce que c'est effectivement, ça a été dit déjà aussi par les uns et par les autres, il se trouve que tous ces débats surgissent au moment où, dans un contexte général, on assiste à une traduction très claire que les élections ont démontré. C'est normal qu'un jour ou l'autre, ça se traduise en termes politiques. Mais vous l'avez bien dit, et on a été plusieurs à le dire, Olivier Richefou l'a dit, c'est une affaire transpartisane, car s'il est normal que les expressions des sensibilités écologiques se traduisent dans des joutes électorales avec des effervescences des partis qui se mettent en marche, c'est vrai, c'est important, mais ça n'a rien à voir avec, enfin, en tout cas, ça n'est pas ce qu'on a voulu faire ce soir. En tout cas, ce n'est pas à la Maison de l'Europe qui revient de trancher là-dessus. Mais vous avez aussi montré, Jean Jouzel, qu'on ne peut pas déconnecter ces réflexions sur le réchauffement climatique de tout un contexte général, qui bien sûr est politique, mais qui aussi a des ramifications sur la justice sociale, vous avez dit, et le modèle, disons, de répartition des richesses. Et puis vous avez fait une petite porte ouverte sur la culture. J'aurais bien aimé qu'on en discute, parce qu'effectivement, il doit y avoir aussi là une niche à creuser. Enfin, puisqu'on a commencé la soirée par l'Europe, je voudrais terminer par disons, cet élargissement. Vous avez surtout montré, Jean Jouzel, que la cause de la lutte pour le réchauffement climatique ne peut que progresser par une solidarité, voire même une solidarité surtout internationale. Alors, nous, à la Maison de l'Europe, on a le sentiment et on a la conviction que l'Europe peut fournir en tout cas, le terrain sur lequel peut s'appuyer cette conscience internationale. En dépit des faiblesses, des insuffisances, de l'éloignement des institutions par rapport aux citoyens, auxquels d'ailleurs nous essayons de remédier par notre action, je pense qu'en effet, l'Europe peut être justement cette assise de cette conscience, de cette progression. Voilà ce que je voulais dire en terminant. Et à nouveau, je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de soirée et un bon retour. Un grand merci. Un grand merci, Monsieur le Président, Madame.
Merci à vous pour votre engagement.